7 heures du matin, dans un quartier pavillonnaire de Bobigny en banlieue parisienne. 30 policiers cagoulés, vêtus de noir et équipés de fusils d'assaut. Le RAID a pris position autour de cette maison. Le commissaire Fiamangui, le patron du RAID, a été appelé il y a moins d'1 heure par le commissariat local. Il y a un forcené qui est à l'intérieur du pavillon qui aurait tué sa femme. Donc on est en train d'entrer en communication avec lui pour voir si c'est effectivement vrai. Derrière le bouclier pare-balles, les négociateurs. Ils essaient de joindre le forcené au téléphone, sans résultat. Tatiana, 30 ans, tente d'établir le contact. Monsieur, c'est la police. Nous essayons simplement de prendre contact avec vous. Je voudrais simplement vous rassurer pour vous dire que nous sommes là pour parler avec vous. Je ne vous demande pas de sortir, je ne vous demande pas de vous mettre à la fenêtre. Je vous demande simplement de décrocher le téléphone afin de pouvoir me parler. Pas de réponse. Dernier signe de vie donné par le forcené, un coup de téléphone à sa sœur. C'était à 4 heures du matin. Il affirmait avoir tué sa compagne. Il possède un fusil de chasse. Situation délicate, plusieurs tentatives de suicide, des problèmes d'alcoolisme parfois, des violences conjugales énormément. Et puis une situation personnelle un petit peu chaotique, voilà, vivant au crochet de la femme qu'il a peut-être agressée. Là, vous craignez quoi, là? Le pire. J'imagine que s'il est vivant, qu'il doit avoir peur, j'imagine ce que je pourrais lui dire pour le rassurer, pour qu'il puisse prendre le téléphone. La première chose, c'est de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les agresser, mais surtout, véritablement pour les aider, parce que ce sont des gens là qui ont véritablement besoin d'aide, qui sont dans une situation très délicate, apeurée. Le temps passe, l'homme a peut-être mis fin à ses jours. Si jamais il n'y a pas de réponse, vous êtes fort sur tous les angles. Ouais. Bon, à ce moment-là, donc, il faut commencer à placer des gars pour qu'on rentre dans le garage. Bon, ça continue. J'ai essayé de nouveau de savoir sur votre téléphone portable, mais il est toujours éteint. Si vous pouvez l'allumer, ça pourra me permettre de vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici à l'extérieur. Bon, allez, on annonce l'arrivée. Bon, c'est bon. Il y a une équipe de policiers qui va venir près de chez vous. Peut-être que vous êtes blessé. Peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer. Ils vont venir simplement pour s'assurer que tout va bien et peut-être vous venir en aide. Monsieur, c'est la police. Le coup de fusil à pompe dans la porte du garage décide le forcené à sortir. Il est nu, il délire, il s'est ouvert les veines des 2 poignets. Vous prenez les précautions, Christian, tu fais doucement. Hein. Les tireurs, vous restez attentifs autour. Hein. Attention le sang, les gars. Il y a du sang, il y a du sang. À l'intérieur du pavillon, les policiers découvrent la compagne du forcené dans la chambre à coucher. Médecin. Elle est vivante, la femme? Je sais pas. Elle est morte. Ah, elle est morte. Décédé, Jean. Ouais, Décédé. depuis longtemps. Jean-Louis. Ouais, décédé depuis longtemps. Oui, Strangulé. j'ai pas vu de traces de strangulation, mais j'ai pas regardé de très près, mais ça fait Vraisemblablement. ça fait plusieurs heures qu'elle est À plusieurs heures. rigidité, Un pourtour équimotique. Attention, rentre à l'intérieur. L'homme l'a étranglé. Il sera écroué, puis mis en examen pour homicide. Il faut toujours prendre au sérieux une personne qui vous dit qu'elle va vouloir se suicider et a fortiori quand elle dit avoir déjà tué quelqu'un de son entourage, puisque dans la plupart des cas, c'est effectivement ce qui leur permet de réaliser leur acte. Le RAID, ce sont les initiales de recherche, assistance, intervention, dissuasion. C'est l'unité la plus secrète de la police française. Ces hommes sont les spécialistes des missions à risque. Grand banditisme, prise d'otages, forcenés, mais aussi lutte contre le terrorisme. Sur leur arme, une devise en latin, Ultima Ratio, l'ultime recours. Seuls les plus hauts gradés montrent leur visage. Depuis la création du service il y a 20 ans,
La cagoule noire est la meilleure garantie de leur anonymat. Même si les places sont chères, des centaines de policiers rêvent de porter cette combinaison noire. À Saint-Malo, le cru 2005 est composé de 120 candidats qui se retrouvent à l'école de police de la ville. Tous veulent intégrer le RAID. Seule une petite dizaine y parviendra, après avoir franchi les épreuves de sélection les plus dures de la police nationale. Tous sont policiers depuis au moins 3 ans. C'est le patron du RAID qui ouvre la sélection. Bienvenue à tous. Je sais que vous arrivez de tous les coins de la France. Le moment est arrivé. Pour ceux qui y rêvent depuis très longtemps d'intégrer l'unité, je pense que ce matin, il y a un peu de stress. Bon, bien sûr, comme toute sélection, il y aura peu d'élus à la fin. Et si vous n'êtes pas présent, c'est parce que, tant du point de vue psychologique que physique, on a décidé que vous ne faisiez pas partie des meilleurs. Montrez-nous que vous êtes venus chercher cette sélection RAID. Vous l'avez dans les tripes. Et montrez-nous, démontrez-nous que vous voulez nous rejoindre. C'est parti. Il est 8h30, première épreuve, la course à pied, un test d'endurance. Les gens doivent donner le meilleur d'eux-mêmes sur un temps qui est de 12 minutes. Donc là, ils doivent s'arracher de manière à faire la plus longue distance possible. En 12 minutes, un coureur bien entraîné peut parcourir 2 km 800. C'est le minimum requis pour réussir cette épreuve et déjà les premiers éliminés. Je crois qu'il y en a un qui n'a pas fait déjà les minimums. Il y en a un qui n'a pas fait les minimums? Ouais. Ouais, vous écartez. On leur a imposé des minima, c'est pas respecté, bon bah tant pis, hein. Il s'en va, voilà. Le principe est de ne pas laisser souffler. Les candidats enchaînent la corde, les tractions, les pompes, avec à chaque fois des minima imposés. Après 4 heures d'épreuve, premier déchet, première hécatombe. La moitié des candidats sont invités à rentrer chez eux. Il s'agit de monsieur Lara ou et soit des petits. D'accord. Donc je pense que vous allez nous quitter puisque vos résultats sur les tests physiques ne sont pas satisfaisants. Vous vous sentez comment là? Un peu dégoûté. Vous pensiez aller plus loin? On espère toujours. On espère toujours aller plus loin. Après une première série de tests, ils ne sont plus qu'une soixantaine et certains d'entre eux font plutôt bonne impression, mais ce n'est que le début. Pour nous, il y a de l'espoir parce qu'il y a certains qui ont du potentiel, donc c'est du pain béni pour nous. Maintenant, j'espère que ce qu'on aperçoit au bout de 3-4 heures va être confirmé sur l'ensemble de la semaine. L'un des rescapés s'appelle Rudy. Il a 25 ans, il est gardien de la paix dans une CRS. Rudy espère intégrer le groupe d'intervention du RAID, celui qui monte à l'assaut. Pour moi, à mes yeux, c'est le service qui est au sommet de l'échelle dans la police nationale. Ils sont vraiment au cœur du problème quand il y a les plus grosses interventions à faire. Et puis c'est là où il y a les fonctionnaires les mieux formés, les plus opérationnels. C'est vraiment un service qui regroupe beaucoup de personnel très très compétent, quoi. Pour Rudy, la pression est plus forte que pour les autres candidats. Son père, Robert, est l'un des membres historiques du RAID. Il fait partie des examinateurs. Ça signifie que c'est bientôt le départ pour moi, et que la relève est assurée. Mais bon, il n'est pas encore pris et les tests sont relativement difficiles. Il le sait et il s'est préparé en conséquence. C'est pas moi qui note quand c'est lui qui passe, pour que ce soit clair. Parce que peut-être que j'aurais tendance à être plus dur pour lui que pour les autres, de peur justement de favoriser. Donc je préfère que ce soit noté par quelqu'un d'autre. Ça décoinche, À 24 ans, Camille est décidée à prouver que les femmes ont leur place au RAID. Elle tente d'intégrer le groupe de recherche, les spécialistes des planques et des filatures du RAID. Ils opèrent en civil en essayant de se rendre invisibles. Quand les premières femmes sont arrivées dans la police, on se posait la question, est-ce qu'elles ont vraiment leur place? Maintenant, la question se pose aussi au sein du RAID. Je pense qu'il en faut, dans chaque unité, il en faut. Elles apportent des choses différentes
différente des hommes. Je suis rentrée dans la police par conviction et pour l'instant je suis prête à donner énormément pour ce service et je ne serai pas déçue. Si je ne suis pas prise, c'est que je ne corresponds pas au profil qu'ils recherchent. Correct, ouais. C'est la deuxième meilleure temps. J'enlève 30 secondes parce que c'est le barème féminin, ce qui fait donc 3,37, ce qui lui fait la note de 20. Et voilà, emballé, c'est posé. Franck a 30 ans et comme Rudy, il postule au groupe d'intervention. Ancien champion de boxe française, il est venu ici pour réaliser un rêve d'enfant. Quand on est gamin, c'est le côté cagoule, le côté intervention, le côté physique, le côté un peu mystique, ouais. Mystérieux, de super policiers, des super guerriers derrière leur cagoule qui interviennent et qui résolvent toutes les situations. J'ai toujours voulu aller au raid, depuis que je suis rentré dans la police. Elle est importante cette semaine pour toi. Ah, un petit peu, ouais. Un petit peu. Là, tout se joue cette semaine, là. Bièvre, en banlieue parisienne, le quartier général du raid. Il est 4 heures du matin. Un groupe d'intervention se prépare. Ces policiers vont interpeller des trafiquants de drogue réputés dangereux. Ils ont été appelés en renfort par le commissariat de Dreux. Appuyer les autres services est l'une des missions du raid qui dispose d'importants moyens techniques. C'est quoi cette série? Ça c'est un raider, c'est un moyen d'effraction. C'est fait pour pousser les portes. Le groupe renforce un dispositif de 200 policiers. Au total, 20 domiciles doivent être perquisitionnés simultanément. Le raid est chargé des interpellations du cerveau du trafic et de son lieutenant. Tous deux sont peut-être armés. Une opération coup de poing destinée aussi à frapper les esprits. Les collègues ont eu quelques problèmes dans cette cité où hélas, la police est un petit peu ridiculisée. Donc ils comptaient un petit peu sur nous pour remettre un petit peu d'ordre sur un impact pour que la procédure se déroule bien. Il est 6 heures du matin. En moins de 10 secondes, la porte cède sous la pression du vérin hydraulique. L'effet de surprise est total et la force de l'assaut dissuade toute tentative de résistance. C'est quoi la rue ici là? Le chef présumé du réseau est neutralisé. Dans cet appartement, pas de stupéfiants, mais d'importantes sommes d'argent en liquide. Une prise classique chez les trafiquants de drogue présumés. Au total, 12 000 € sont saisis. 250 Combien 390 là. Plus 2000 €. 240. Au même moment, à quelques dizaines de mètres, une deuxième équipe du raid investit l'appartement du lieutenant présumé du réseau. Récalcitrant sur le palier. Selon les renseignements, la cave est au premier étage. Il est quelle couleur? L'appartement est fouillé, là encore, les enquêteurs découvrent de l'argent et une faible quantité de drogue. Quelques barrettes de résine de cannabis. Au total, 21 interpellations, près de 46 000 € en liquide, saisis dans l'ensemble de la cité. Le chef présumé du réseau avouera plus tard avoir écoulé près de 100 kilos de drogue par mois. Pour le commissaire de Dreux, responsable de l'opération, l'intervention du raid devrait avoir un impact psychologique déterminant. Dans ce genre de quartier, il est absolument capital de s'entourer de garanties, notamment en matière de dissuasion. Et encore une fois, l'impact d'une intervention du raid est quelque chose d'énorme. Là, dans les heures qui viennent, je pense que toute la ville saura que le raid est intervenu à Dreux dans un dossier de stupes. C'est une évidence. Pour les policiers du raid, à la fin de chaque opération, c'est le même rituel, un coup de fil rassurant à la famille.
s'est bien passé, impeccable. Il est levé, non? Encore? Non. Toi, tu pars à quelle heure? Oh, bye bye. Tu fais ça à chaque fois, du coup? Ouais, à chaque fois, ouais. Chaque fois, parce que bon, comme elles ont toujours un doute, elles savent jamais vraiment dans quelles conditions on va travailler et comment ça se passe. Donc à chaque fois, je passe un petit coup de fil pour les rassurer, que tout s'est bien passé. Elles sont plus sereines pour aller au travail ou à l'école, quoi. Après l'intervention, Didier accepte de nous faire découvrir son jardin secret, sa maison, sa femme et sa fille. Pour des raisons de sécurité, elles aussi resteront anonymes. Moi, ça, je veux pour un boîtier automatique, j'aime pas ça. C'est bien, pourtant. C'est moins fatigant. Strictement, même. C'est possible d'avoir une famille, parce que j'en ai une, donc c'est possible. Après, il y a parfois des moments difficiles, c'est vrai, entre le travail et la famille, parce qu'on n'est pas souvent là, et puis... S'il y a une intervention à chaque fois, c'est vrai qu'en tant que mère et en tant que fille, on pense tout de suite au danger. Ça, c'est... Quand on sait qu'il va vite partir sur une intervention, on sait qu'il va y avoir des conséquences, mais on a peur, quoi. Peur de la blessure, peur du pire même, parce qu'on se demande s'il va rentrer. Ça, vous y pensez à chaque fois? Oui. À chaque fois qu'il part sur une intervention ou rapidement, et tant qu'il nous a pas appelé pour nous dire bon ça va, tout se passe bien, on dort pas bien et on attend, quoi. Quand on a son papa, qu'on discute normalement comme tout enfant qui rentre le soir, on lui raconte sa journée, nous raconte la sienne. Puis d'un seul coup il y a un bip bip qui retentit dans la maison et puis là tout le monde s'active et même pas 5 minutes après il n'y a plus personne, quand on se retrouve tout seul avec notre discussion qui n'est pas terminée. Oui, c'est dur. Dans le service où il se trouve, il doit y avoir 70 personnes, combien il y a personne? Ouais, 70, donc je pense qu'il y a au moins 70 femmes dans le même cas que moi, je ne dois pas être la seule. Hein. Le pire, les familles des hommes du raid y pensent sans cesse. En 20 ans d'existence, le service déplore plusieurs blessés graves et surtout 3 morts. 2 policiers abattus au fusil de chasse par un forcené retranché dans son appartement. C'était à Ris-Orangis en 89. 7 ans plus tard, en Corse, un 3e policier du raid tombe, sous les balles des militants nationalistes. Un dernier hommage a été rendu ce matin à René Canto, ce policier du raid tué. Au cours de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur a insisté sur la nécessaire application du droit en Corse. La Corse et le raid, une histoire qui dure depuis 20 ans. Aujourd'hui, la Corse représente un tiers de l'activité du service. Une dizaine de policiers en civil surveillent en permanence les milieux nationalistes clandestins. Une observation délicate, pilotée depuis Bièvre, le quartier général du raid. C'est dans ce petit bureau que sont centralisées toutes les informations concernant les filatures en cours dans la mouvance nationaliste. Le commissaire Fiamenghi, le chef du raid, et le juge Gilbert Thiel sont les 2 principaux acteurs de la lutte contre les terroristes. Ils sont décidés à en finir avec les attentats en Corse. On est libre dans ce pays. Eh bien, raison de plus pour ne pas tolérer, si peu que ce soit, que des gens qui sont extrêmement minoritaires utilisent la violence pour essayer de faire prévaloir leur vue, une nouvelle fois totalement minoritaire, par l'intimidation, la violence, la terreur. C'est la définition du terrorisme. Pour ce juge qui instruit 70 dossiers en Corse, le savoir-faire du raid est indispensable sur ce terrain difficile qu'est le maquis. Le maquis, il est impénétrable et nous devons quand même le pénétrer. Faire une filature à 18h sur les Champs-Élysées, peut-être que même moi j'y arriverai. En faire une à 15h45 à Corté, c'est beaucoup plus difficile. C'est un métier. C'est le métier du raid. Le juge Thiel vient justement d'ordonner l'interpellation d'un militant de l'ex-FLNC, auteur présumé de plusieurs attentats en Corse. Un groupe d'une 30aine d'hommes est envoyé sur l'île à bord d'un avion militaire. Ce soir, près de Bastia, l'équipe d'assaut s'apprête à partir en mission de surveillance au domicile du suspect. Une surveillance délicate
L'homme habite une maison isolée dans un petit village de montagne. Ok, on s'assoit. Ok, alors ceci n'est pas d'une conférence de presse de FLNC. On sait pas de quel côté on est là. Hein. On sait pas de quel côté on est. Ok, donc pour ce soir, on va procéder au changement des batteries de la caméra de surveillance du village de l'objectif. Des caméras qui peuvent être dissimulées dans des cachettes insoupçonnables, comme ce décor de cinéma recyclé. Un moyen de surveillance sophistiqué qui fonctionne avec des batteries, qui doivent être changées régulièrement. Pour éviter de se faire repérer, les techniciens du RAID agissent toujours de nuit. Pour les filmer dans l'obscurité, les images sont tournées avec un système de vision nocturne. Il est 2 h du matin. 2 policiers du RAID se glissent dans le maquis. Nous sommes à l'entrée du village surveillé. Le changement de batterie ne durera que quelques minutes, à la lueur indétectable d'une lampe de combat. Qu'est-ce que tu fais là? Je change le disque dur. C'est un enregistreur numérique. C'est une caméra qui va tourner en continu pendant 4 jours. C'est ça. Grâce à cette caméra enterrée, le RAID peut surveiller les allées et venues du militant et comparer son emploi du temps avec les attentats commis sur l'île. Après plusieurs mois de planque, les indices sont suffisants pour le juge Thiel, qui ordonne l'interpellation du nationaliste. L'homme doit être arrêté le lendemain à l'aube. Le groupe d'assaut prépare son intervention. C'est important le café? Ouais, surtout qu'il y en a qui vont pas dormir de la nuit, donc effectivement, ça sera important. Ouais. François commande le dispositif. Il dévoile à ses hommes les détails de l'intervention. Ces photos affichées au mur sont le résultat d'une observation effectuée au cœur du petit village niché dans le maquis. Demain, donc, comme vous le savez tous, donc, interpellation de notre ami. Si on opte pour une arrivée à pied, on prend notre temps. Le tout, c'est de ne pas faire de bruit. On arrêtera les véhicules un petit peu plus loin et on marchera tranquillement. Bon, bah, pour moi, c'est bon. Hein. Donc, le tout, c'est de ne pas être en retard, hein, qu'on soit bien au rendez-vous à 5 h avec la PJ, et puis c'est bon. L'intervention est classée à haut risque. Ici, on sait que tout le monde est chasseur, tout le monde... on ne connaît pas la réaction des gens. Hein, une décharge de chevrotine est vite partie en Corse. Bon, il faut faire attention. Le dispositif a été planifié dans les moindres détails. Pourtant, les hommes du RAID restent prudents. Toujours l'appréhension. Toujours l'appréhension, c'est ce qui nous fait rester les 2 pieds sur terre et prendre un maximum de précautions quand on est ici. Il y a du danger, c'est un milieu, on travaille sur du terrorisme. Donc en face, on a des gens qui posent des bombes, on ne peut pas connaître leur réaction à l'avance, c'est vraiment particulier, il faut qu'on fasse gaffe et c'est clair qu'il y a du danger, oui. Au même moment dans la montagne, le suspect ne peut imaginer qu'il vit sa dernière soirée d'homme libre. Il va passer une soirée, j'espère, agréable pour lui. Et bon, c'est vrai que demain matin, il aura quelques surprises, quoi. Donc, mais ce qui est dommage, c'est qu'il ne sait pas que c'est sa dernière soirée délicieuse en Corse. Demain, il connaîtra peut-être les mauvais côtés de Paris. Il est minuit. Après quelques heures de repos, l'opération commence. Premiers engagés, les tireurs d'élite spécialistes de l'infiltration. Ce sont eux qui s'approchent au plus près de la maison du suspect afin de s'assurer qu'il est toujours là. Minuit et quart, c'est parti. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à l'arrivée de la cavalerie, hein, jusqu'à 6 h. Ouais.
Leur progression s'effectue dans l'obscurité totale. Pour ne pas se faire repérer, les 5 snipers sont déposés dans le maquis à une demi-heure de marche de la maison du militant nationaliste. Ces hommes ont tous suivi une formation commando et s'entraînent régulièrement avec les forces spéciales de l'armée. À peine éclairés par la lune, les 5 snipers du raid progressent sur un sentier de berger à quelques centaines de mètres du village. Le moindre faux pas peut compromettre toute l'opération. Les policiers progressent en silence, ils ont déjà repéré les lieux. Au loin, quelques chiens ont senti leur présence. Marco, le policier qui conduit le groupe, décide de faire une pause. On est à 200 ou 300 mètres de la maison. Dès que les chiens seront calmés, on reprendra la marche. Et on fera une dernière pause à l'orée de la forêt. Et on fera la progression dans une demi-heure quand vraiment tout le monde sera calmé sur les coups de 3 heures du matin. On ira se placer définitivement pour attendre le petit jour. Après avoir observé un silence total, le groupe reprend sa progression pour parvenir jusqu'à la clôture de la propriété. Il est 3 heures du matin, il y a encore des signes d'activité dans la maison. Une chambre ici qui vient de s'éteindre. Mais ça peut être les parents, c'est pas obligatoirement lui, quoi. On peut pas y aller tout de suite, on a pas une nickel. Il faut encore attendre, en silence. En Corse, les policiers du raid ont appris à prévenir les mauvaises surprises. On a déjà en Corse fait des interpellations avec derrière la porte plusieurs kalachnikovs, des grenades et une quinzaine de pistolets Beretta. Voilà. Et au départ, on pensait pas qu'on allait trouver tout ça. Donc la dangerosité, on le saura qu'à la fin. Les derniers mètres sont critiques. Dans le jardin du suspect, la végétation est sèche et le moindre craquement pourrait les trahir. Il est 4h30. Les tireurs d'élite sont en position, les fenêtres de la maison dans leur ligne de mire. Au même moment, au quartier général, le groupe d'assaut s'apprête à partir. Tu connais les lieux, toi. Départ dans 5 minutes. Les gars, on va descendre des véhicules tout doucement. Allez, on embarque gentiment. Ce sont ces hommes qui vont procéder à l'interpellation du suspect sous la couverture des tireurs d'élite. Il est presque 6 heures, le groupe d'assaut approche. Camouflé dans le jardin, Marco, le chef des snipers, se tient prêt à ouvrir le portail. Ce sont les ultimes instants d'une longue et éprouvante filature. C'est quand même sympa l'aboutissement d'un paquet de semaines qu'on a passé ici, un paquet de week-ends qu'on a passé en dehors de la famille. Alors pouvoir enfin arrêter un mec qui mérite pas d'être tranquille, ça fait quand même plaisir. Il est 6 heures précises. Le groupe d'assaut arrive dans le jardin du suspect. L'un des tireurs d'élite leur ouvre le passage. Doucement, Patrick, doucement, Patrick. Patrick, marche doucement. Soudain, événement imprévu. La porte d'entrée s'ouvre. Il faut précipiter l'assaut. Allez, go, go. Continue. Restez couché, monsieur. Restez couché, monsieur. Vous restez là ? Ok. Il est où ? Bougez pas. Il y a un enfant, les gars, faites gaffe.
Ok. Vous êtes. Ok. Ok, individu interpellé. Objectif, ok. Les officiers de police judiciaire commencent la fouille. Dans l'une des chambres, quelques affiches vantent la lutte armée. Ce n'est pas ce que recherchent les enquêteurs qui placent en garde à vue le suspect. Ça, c'est la commission rogatoire dans laquelle tu es placé en garde à vue. Je te laisse la lire. Ça, C'est les attentats. Comment on peut nous reprocher? Une partie des attentats contre Franche. Cibo, le chien du raid, spécialisé dans la détection d'explosifs, commence ses recherches. Rien dans la maison, rien dans les sous-sols. Une première découverte quand même, un extincteur. Et un seau de produits désherbants vendus dans le commerce. 2 produits a priori anodins, qui peuvent entrer dans la composition d'une bombe artisanale simple. C'est bon pour le chien? Il ne s'agit pas de preuves suffisantes. Mais ce n'est pas terminé. Après la maison, les voitures garées dans la propriété. Soudain, le chien du raid marque l'arrêt devant un 4x4. Il flaire un étrange paquet. À peine dissimulé dans du papier journal, une charge explosive prête à l'emploi. Le petit tige vert. Le petit tige vert que tu passes, c'est cordeau, c'est pour faire. Ça serait quoi, François, alors? Il y a du cordeau détonnant en fait pour relier la charge au détonateur, bon, ça c'est sûr. Après la charge en elle-même, c'est difficile à voir comme ça parce qu'elle est entourée donc d'un emballage, comme vous pouvez le voir, style Chatterton. Mais au vu de la forme, ça ressemble plutôt à ce qu'on pourrait dire de la plastrite ou un truc dans ce style, quoi. Avec ça, on fait un attentat? Ah oui, on fait un beau truc, hein, c'est sûr. Le père du suspect reconnaît être le propriétaire du 4x4. Il n'aurait jamais vu l'explosif. Il est à son tour placé en garde à vue. Qu'est-ce qu'il fait, il nie, là? Pour l'instant, oui, il est étonné. C'est normal, c'est la première réaction. Les services de déminage désamorcent les explosifs. 3 bâtons de dynamite, un cordeau détonnant. La division nationale antiterroriste, qui chapeaute l'opération, considère que c'est une bonne prise. Par contre, trouver du matériel sur leur propre lieu d'habitation, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, donc on est vraiment content. Quel va être l'avenir de ces 2 personnes? Dans un premier temps, là, ils sont en garde à vue, donc il y en a pour 4 jours avec nous, et ensuite c'est probablement une mise en examen, une incarcération. Le militant nationaliste garde le silence. Il innocente son père, reconnaît avoir placé lui-même la dynamite dans le 4x4. Il sera mis en examen par le juge Thiel pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En juin 2003, c'est un dispositif semblable qui a permis au raid d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Le 29 juin, une caméra cachée enregistre ces images à l'entrée d'une bergerie sur les hauteurs d'Olmeto. Les policiers en sont sûrs, ils ont sous les yeux l'homme le plus recherché de France à l'époque. Discrètement, il s'enterre à moins de 50 mètres de l'habitation. Le 4 juillet 2003, Laurent et Didier, camouflés dans le maquis, voient Yvan Colonna s'approcher d'eux. Et je l'ai vu, je lui fais signe que je le vois. Je l'ai plus à vue, je lui fais signe que je le vois plus. À ce moment-là, il se rapproche. Il reste quelques minutes là sur le chemin devant la barrière. On a l'impression qu'il attend quelque chose. Et puis subitement, il décide, il traverse le sentier et il vient vers notre position. Et puis ça va très très vite, d'un seul coup, il monte et il nous arrive là. Et là, on est obligé de sortir de notre cachette, de faire face à lui. Là, il recule. Là, il jette son sac à dos et il part en courant. Et il part en courant dans cette direction. Donc nous, on enquille derrière lui. Il se prend les pieds tout seul, il tombe par terre. Et là, on est tout de suite dessus, quoi. Donc là, on le maîtrise sans problème. Il est sur le ventre, la tête dans cette direction. Donc je suis sur lui, le collègue avec moi. Je lui demande si c'est Yvan Colonna, il me répond pas. À ce moment-là, on est à peu près persuadé que c'est lui. C'est la fin de 4 ans de cavale dans le maquis. Le soir même, encadré par les hommes qui l'ont capturé, Yvan Colonna quitte la Corse, direction la prison de la Santé à Paris.
C'est l'un des succès les plus retentissants du raid. Il attise l'ambition des candidats qui poursuivent leurs épreuves de sélection à Saint-Malo. Allez, dans 5 minutes en bas. En survêt. Allez Camille, on se lève, dans 2 minutes tenue de sport. Allez, en piste. Sur les 120 candidats, 60 ont déjà été éliminés et les épreuves sont loin d'être terminées. Ils savent qu'à l'arrivée, ils ne seront plus que 10. Il est 6 h du matin. La journée commence par 3/4 d'heure de footing sur la plage. Dans le groupe, des policiers du raid donnent le rythme. Ils sont là aussi pour repérer les premiers signes de fatigue dans le peloton. Tu grimpes au-dessus du plongeoir, tu sautes et tu vas rejoindre le plongeur. Épreuve suivante, l'une des plus redoutées, la piscine. Température de l'eau, 12 degrés. J'ai accroché un objet au bout de cette corde. Tu vas descendre dans cette corde, tu vas me dire ce que j'ai accroché. Psychologues et examinateurs scrutent les moindres hésitations des candidats. C'est bien. Bon. Camille, la seule fille, fait l'objet d'une surveillance particulière. Tu sautes et tu vas rejoindre mon collègue qui est dans l'eau. On va déterminer tout au long de la semaine sa jeunesse. Mais là, elle exécute bien, elle fait bien tout ce qu'on lui demande. Elle suit les instructions, voilà. Pour les candidats du groupe d'assaut, les tests sont de plus en plus physiques. Franck et Rudy vont affronter l'épreuve du silo. Ce matin, vous allez faire un petit parcours qu'on appelle de corde et de cran. C'est pour mesurer un peu votre aisance et votre agilité un peu dans l'espace. J'arrive. Allez. Premier candidat, Franck, le champion de boxe française. Pour cette épreuve, son gabarit risque d'être un handicap. Donc, tu vas devoir grimper et progresser face à toi, vers la corde violette là-bas, en t'aidant de tout ce qui est à ta portée au niveau croisillon en fer. Une fois que tu es arrivé au niveau de la première passerelle, il y a une arme qui est déposée dessus. Tu enregistres le numéro de série et tu essaies de nous le restituer à la descente de ta corde lisse. Est-ce qu'on peut être au raid et avoir le vertige? Non, je pense pas. Ça se décèlerait sur les différents tests qu'on est et on ne pourrait pas intégrer le service avec un aussi gros handicap. Ah merde, putain! C'est pas qu'un exercice, hein, les tests. Ne te mine pas avec ça, tu passes à autre chose maintenant. Malgré les encouragements de l'examinateur, Franck sait qu'il vient de perdre un point. Ajuste ta ceinture. Pas le temps de se poser des questions. Donc là, tu vas progresser dans les escaliers en colimaçon et tu progresses tant qu'il n'y a pas de collègue qui t'arrête. Il doit désormais monter au sommet du silo avec sur le dos un gilet pare-balles de 15 kg. Franck est à 30 mètres du sol. But de l'exercice, vaincre la peur du vide. Bon. Gagné. Mais il va devoir surmonter une épreuve plus difficile. Ok. Ouais. Tu es pris, tu vas mettre une main sur ton gilet. Ouais. Tu prends la corde de l'autre main. Tu t'approches du bord et tu fais un pas. Se jeter dans cette cage d'ascenseur, une chute de 30 mètres. Sa corde dispose d'un contrepoids qui va freiner sa chute, mais Franck ne le sait pas encore. Je suis assuré en bas? Pardon? Je suis assuré en bas par un collègue? T'es en sécurité, j'espère qu'il est là. Il n'y a personne en bas. Franck, faut que tu y ailles. Ah, on doit toujours être sécurisé, je vois personne. Sauter. Tu veux pas sauter? Ok. Faut que tu prennes une décision. Soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Mais il faut que tu prennes une décision parce que là ça fait... Ça fait long. Ouais, ça fait un peu long. Putain de merde, c'est pas possible ça. Non, j'y vais aller, c'est bon, t'es allé. Putain de merde, putain de merde, putain de merde. Allez, recule. Ah, j'y vais, allez.
Penche pas, fais attention de ne pas te cogner. Regarde où tu vas quand même. Bah... Failli pas sauter là. Je m'attendais pas à ça, ouais. Bon, on se pose plein de questions. Mais moi j'ai dit, je suis pas là pour enfiler des perles quoi. Il faut absolument que je réussisse, donc je crois que c'est ça, à mon avis, ça devait être un truc assez décisif au niveau du cran, et je crois qu'il fallait le faire. Sa longue hésitation peut lui coûter cher. Un peu plus tard, il est interrogé par un commandant du raid. Non, mais je voulais te parler de ta gestion du stress dans l'ascenseur et sur la tour. T'as un problème de... Non, de vide, non, du tout. Non, non, parce que tu as beaucoup réfléchi, on m'a dit, tu avais eu du mal à faire le pas. Dans l'ascenseur? Ouais. Bah, parce que je me posais la question à savoir si c'était un test pour voir si on réfléchissait avant d'agir. Parce que nous, on a pris ça un peu pour un refus. Pour un refus? Ouais, pour une hésitation, alors que tu es en sécurité complète, tu le sais bien, puisqu'on te l'a dit, et qu'on n'est pas des fous, quoi, quand on fait un truc. Donc bon, ça me rassure un peu, parce que tu sais que tous vos cas vont être discutés. Oui, et tous les petits éléments qu'on a récupérés sur cette semaine, on va les prendre en compte. Donc c'est dommage de te griller sur une affaire comme ça. Donc je voulais savoir. Pour Camille et les autres candidats au groupe de recherche et d'investigation, les exercices sont un peu plus intellectuels, du moins en apparence. On va faire après un petit exercice écrit. Un petit peu qui correspond au profil des gens du numérique qu'on recherche. On vous a un peu expliqué un petit peu le Les candidats sont sous le choc. Ils doivent réagir et fournir par écrit un compte-rendu aussi détaillé que possible de la scène extrêmement brève qu'ils viennent de vivre. pour restituer ce qui s'est passé, fidèlement possible. Tract, description physique des individus, les candidats doivent rédiger un rapport de police. En face, l'examinateur observe et note les réactions des candidats. L'esprit de synthèse en situation de stress, une qualité indispensable pour un postulant au groupe filature. Ah non, moi non plus, attends. Je pensais qu'on allait attendre dans un bureau bien gentiment et non, on a été surpris. Ouais. Je pensais qu'il voulait tester justement le degré de panique qu'on pouvait avoir dans telle situation. Non, le plus dur, c'est justement, pour moi, c'est vraiment les coups de feu et on fixe là-dessus. Donc après, la description des individus, analyser la situation, ça devient difficile. Et vous pensez l'avoir fait? Analyser la situation, peut-être pas suffisamment. Retour aux épreuves plus physiques du groupe d'intervention. Le test de la tyrolienne. Un exercice quasiment impossible à réussir. Les candidats l'ignorent. Vous allez remonter la tyrolienne à force des bras. La technique, on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez monter avec les dents, vous montez avec les dents. Ce qu'on veut, c'est que vous arriviez là-haut. Quand vous allez dire stop, je lâche, vous lâchez tout. Ne vous amusez pas à tenir la corde. S'il y a un doigt qui passe dans la poulie, c'est retour maison. Ne venez pas dire c'est impossible, on l'a testé, on est allé en haut. Attends. Tu as déjà fait cet exercice, Rudy? Non, ça. Première expérience. Voilà. Objectif, évaluer leur détermination et leur résistance à la douleur. Sous le regard de son père, Rudy doit se surpasser. De mettre les jambes pour t'aider après. Vous l'avez entraîné, la tyrolienne? Non, pas du tout. Vous trouvez qu'il s'en sort bien? Oui, là, pas plus mal que les autres. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez comme ça? La fierté. Le plaisir de voir qu'il se défonce, quoi. La pluie rend l'épreuve plus difficile. Allez, tu peux là. Allez, à la niaque. Allez. Rudy est presque au bout. Il craque à quelques mètres de la fenêtre. Lâche tout. Ouais. C'est sorti les avicules, là, Ouais. C'est difficile de se défoncer comme ça devant son père. Mais un petit peu l'impression, ouais. Un petit peu, parce que c'est le regard du père là qui est là. C'est vrai que lui, il a fait une très belle carrière. Mais bon, c'est encourageant.
Premier à la tyrolienne, Rudy est pour l'instant en tête de toutes les épreuves physiques. Elles ont été imaginées il y a 20 ans par le créateur du raid, le commissaire Broussard, ancien patron de la brigade anti-gang. À l'époque, la France est la cible d'attentats terroristes sanglants. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, à savoir qu'il y avait quand même du terrorisme international au Moyen-Orient, en France, un peu partout, avec des répercussions en Europe occidentale. Et puis il y avait également le terrorisme interne, que ce soit en Corse, au Pays Basque ou ailleurs. Et donc à cette époque-là, j'avais constaté qu'il nous manquait au niveau de la police nationale une unité capable de faire à la fois des surveillances, des filatures, et puis ensuite procéder bien sûr à des interventions à haut risque. Un tribunal pris en otage. Le président, le procureur, l'avocat, les jurés et le public, tout ce monde braqué par 3 hommes armés de pistolets et de grenades dans la salle de la cour d'assises du palais de justice de Nantes. 2 mois à peine après sa création, le raid a l'occasion de s'illustrer. Le 19 décembre 1985, Georges Courtois, un braqueur jugé devant la cour d'assises de Nantes, prend le tribunal en otage. Le revolver qu'il brandit en direction du jury a été introduit dans le palais de justice par un complice. J'aimerais bien savoir quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour. C'est une équipe de télévision invitée dans la cour d'assises par les preneurs d'otages qui a tourné ces images surréalistes. J'attire votre attention sur ce gendarme. Quand ça tire une balle dans la tête de quelqu'un, il ne reste plus que les épaules. La tête s'en va, hein? Bien. Il est évident qu'il y avait quand même une certaine anxiété. Est-ce qu'on allait passer cet examen de passage? Là, c'était plus d'entraînement, c'était grandeur nature, là. C'est la première opération du raid qui a placé ses tireurs sur la verrière qui surplombe la salle d'audience. Jean-Marie est sniper depuis la création du service. Pendant plus de 24 heures, il tient les braqueurs en joue. J'avais juste le bout du canon qui rentrait dans la cour d'assises. Bon, il fallait faire attention. J'évitais à chaque fois de me faire repérer parce que bon, il regardait en hauteur. Par moments, il y avait des menaces extraordinaires. C'était les grenades dégoupillées, c'était des coups de feu dans la cour d'assises. Bon, s'il avait fallu répondre, sans hésitation, je lui mettais une balle dans la tête. La négociation finit par l'emporter. Un dialogue à la Audiard s'installe entre Courtois et le commissaire Broussard. C'était plus commissaire et rien, mais c'était Broussard-Courtois. Après, c'était Georges et Robert. Et finalement, il m'appelle Bob, comme parfois on m'appelle. Et moi, je l'appelle Jojo. Au bout de 36 heures et après une sortie en force en guise de baroud d'honneur, c'est la reddition. Le raid a réussi son examen de passage sans effusion de sang. Courtois sera condamné à 20 ans d'emprisonnement. 1 an et demi plus tard, l'unité fait à nouveau les gros titres en décapitant le groupuscule terroriste Action Directe, localisé par les renseignements généraux dans une ferme isolée du Loiret. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Georges Cipriani, les 4 principaux membres du groupe, sont arrêtés sans violence par un commando du raid le 21 février 1987. Mais c'est à Neuilly que le raid connaît l'une des affaires les plus délicates à résoudre. Jeudi 13 mai 1993, 9h30 du matin. Un homme cagoulé, vêtu de noir et bardé d'explosifs, fait irruption dans la classe d'une maternelle. À l'intérieur, 21 enfants de 3 ans et leur institutrice, Laurence Dreyfus. L'homme menace de se faire sauter avec les enfants si on ne lui donne pas la somme de 100 millions de francs. C'est le début d'une prise d'otage qui va durer 46 heures. L'auteur de la séquestration signe de 2 initiales énigmatiques, HB pour Human Bomb. En 1/100 de seconde, il pouvait appuyer sur ce bouton qui allait déclencher le cataclysme. Dans la salle de classe numéro 8, le raid finit par abattre le preneur d'otages. Force reste à la loi. Le forcené est mort. Pour les parents, c'est le soulagement. Nous avons retrouvé les 2 principaux acteurs du raid qui ont géré la crise jusqu'à son dénouement. Jean-Claude Borel-Garin était le numéro 2 du raid. À l'aube du 3e jour, c'est lui qui a supervisé l'intervention finale. Daniel faisait partie du groupe d'alerte. Il est aujourd'hui commandant au raid. C'est lui qui a abattu Human Bomb
Il parle pour la première fois et donne sa version des faits. On se dit, bon voilà, on a une lourde responsabilité sur les épaules parce que il ne faut pas se rater, quoi, hein. Si on échoue, les enfants risquent d'être les victimes. HB libère les enfants au compte-gouttes, mais après 40 heures de négociation, il reste toujours 6 fillettes entre les mains du forcené. Avec la fatigue, l'homme est de plus en plus agité, il a même des hallucinations. Il faut agir. Borel Garin, le chef adjoint du RAID, imagine alors un plan d'évacuation qui peut fonctionner, à condition qu'HB soit endormi. Une équipe évacue les enfants en silence, sous la protection de 2 policiers qui tiennent le forcené en joue. Un plan approuvé par le gouvernement. Charles Pasqua a accepté le scénario. Mais le scénario n'a jamais été d'abattre HB. Le scénario qu'on lui a proposé, c'était on l'endort et on profite de l'endormissement pour évacuer les otages. Profitant d'un moment de somnolence du forcené, le RAID passe à l'action. Et pour l'équipe qui entre dans la classe, les consignes sont précises. Les instructions que j'avais données à l'époque aux 2 policiers étaient très claires. S'il bougeait un œil, il fallait l'abattre. On ne pouvait pas se permettre de prendre le moindre risque avec les enfants. Donc l'évacuation des enfants était en cours ou se faisait. Et puis, pour une raison qui nous sera toujours inconnue, est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est un sentiment de ne pas être tout seul? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a ouvert les yeux, il m'a vu, puisque j'étais face à lui. À ce moment-là, il a fait un mouvement en direction du sac dans lequel il avait la main glissée. Et bon, pas pour moi, je l'ai interprété comme étant un geste pour essayer de déclencher un dispositif quelconque. Donc j'ai pas eu d'autre solution que de tirer. 7h30 ce matin, un policier du RAID sort de l'école. Sur son visage, un sourire apparaît. Discrètement mêlés aux autres policiers, Daniel et son équipier quittent la maternelle. Ils ne savent pas encore que leur geste va faire naître une polémique. HB a-t-il été exécuté volontairement? Si on l'a fait, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution, que le geste était indispensable pour sauver des petites filles et que, bon, personnellement, je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Après sa mort, on découvre qu'HB a un nom. Il s'appelle Eric Schmitt, 42 ans. Il est informaticien au chômage. Sa famille déposera une plainte contre X pour homicide volontaire. Le tribunal rendra un non-lieu. Daniel le tireur reste très marqué. Et même si on a le sentiment d'avoir fait son travail, d'un autre côté, bon, on est dans une société qui fait qu'il y a le bien et le mal. Et quand on tue quelqu'un, c'est toujours mal. Donc bon, il faut pouvoir assimiler cette idée, et c'est pas évident. Et puis après, bon, c'est vrai qu'on dort pas bien, quoi, hein. On dort pas bien pendant plusieurs nuits, des images qui reviennent en permanence. Daniel sera écarté du RAID pendant 3 ans. Un navire de guerre au large de la promenade des Anglais. Nice est en état de siège. La ville accueille un sommet de l'OTAN, invité d'honneur, l'un des hommes les plus menacés du monde, le ministre américain de la Défense Donald Rumsfeld, celui qui supervise la guerre en Irak. Le RAID assure sa protection. Bon, alors donc, PC activé dès ce matin. Le dispositif hélicoptère, donc 2 équipes arrivées de la première délégation américaine, 9h. Les tireurs d'élite du RAID suivent le ministre américain de la Défense Donald Rumsfeld comme son ombre. Direction l'aéroport, l'avion de l'éminence grise du président américain George Bush est attendu dans quelques minutes. Sur le trajet, les observateurs surveillent les points sensibles. Un comportement d'un individu suspect, un véhicule qui peut être suspect, et tout ce qui sera hors norme, on va dire, par rapport à une situation normale. Donc on va Le Boeing 747 se pose, à bord Donald Rumsfeld et les 180 membres de la délégation américaine. Une cible idéale pour des terroristes déterminés.
La présence du RAID aujourd'hui à Nice démontre bien qu'il y a une menace supplémentaire sur ce sommet, puisque, encore une fois, nous sommes en plein conflit avec l'Irak. Il est évident qu'aujourd'hui, la présence du secrétaire d'État à la Défense américaine, M. Rumsfeld, est un élément important et nous oblige à renforcer notre dispositif de sécurité. Une dizaine de voitures et de minibus quittent l'aéroport sous haute surveillance. La délégation américaine s'engage sur la promenade des Anglais, étroitement encadrée 100 mètres plus haut par les hélicoptères du RAID. À l'arrivée à l'hôtel, ce sont les gardes du corps du service secret américain qui prendront le relais pour la protection au sol. Donald Rumsfeld passera 48 heures à Nice, sous la surveillance discrète des policiers du RAID. Depuis quelques années, la lutte contre le terrorisme islamiste est devenue l'une des priorités du service. Le RAID travaille régulièrement sur des scénarios catastrophes, des prises d'otages massives comme ici, au Stade de France. Recule, police! Ok, on peut plus reculer là. Déguisés en kamikazes tchétchènes, ces policiers s'inspirent des prises d'otages du théâtre de Moscou en 2002 ou de l'école de Beslan 2 ans plus tard. Dans les deux cas, l'assaut mené par les troupes russes s'était soldé par des centaines de victimes. But de ces entraînements, trouver des solutions pour éviter de provoquer un carnage, comme ce fut le cas en Russie. Le contexte international fait qu'il est quand même important que nous soyons très vigilants. Après les attentats de Madrid et de Londres, la Direction générale de la police nous a demandé de resserrer le travail sur certaines cellules islamistes. Allez, go! Les policiers du RAID seront donc appelés en première ligne en cas de démantèlement d'une cellule islamiste extrémiste. Sur ces dossiers, l'unité travaille en liaison avec un spécialiste de la lutte antiterroriste, le juge Jean-Louis Bruguière. La situation aujourd'hui est assez critique. Aujourd'hui, on attache beaucoup d'attention et on focalise notre travail sur précisément ces nouvelles structures. Il est de fait que si un jour nous avions à faire une intervention en milieu difficile, on fait appel au RAID. On ne prend pas de risque. On fait appel aux spécialistes. Il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir en toute sécurité. Le RAID a déjà été confronté à cette forme de terrorisme à Roubaix en 1996. 4 djihadistes retranchés dans une maison ont commis 3 braquages, tué un passant et fait sauter une voiture à Lille. On avait des gens résolus, puissamment armés, qui ne voulaient pas se rendre, qui étaient prêts à mourir et qui, en tout état de cause, tiraient sur tout ce qui bougeait. Le RAID essuie un déluge de feu sans précédent qui dure plusieurs heures. Le quartier est en état de siège. Les islamistes répliquent à coups de kalachnikov et de grenades. 2 policiers sont grièvement blessés. Jean-Marc était à Roubaix. Il a vu ses camarades tomber sous les balles des islamistes. Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Marc? Alors ça, c'est le casque d'un des collègues qui était présent sur l'intervention de Roubaix. Cette balle est rentrée par la base du crâne. Et la chance qu'il a eue, c'est que la balle de kalachnikov a pivoté vers le haut et est ressortie sur l'avant du casque. Le principal problème, c'est qu'on est face à des individus qui n'ont pas peur de mourir, qui au contraire sont fiers de mourir pour une mauvaise cause. Donc ils vont se battre jusqu'à la mort, même si par leur action, ils risquent d'entraîner des innocents à l'intérieur. Dans l'assaut, le pavillon prend feu. Les 4 terroristes préfèrent mourir dans les flammes plutôt que de se rendre. Retour à Bièvre, au siège du RAID. Le groupe d'alerte prépare une double interpellation en banlieue parisienne. Les individus recherchés, bien que jeunes, sont considérés comme violents. Interpellation de 2 individus donc, pratiquant le carjacking, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, des vols violents pour donc voler des voitures de haut de gamme. Non. En fait, pour le point principal, on va chercher un mec qui est né en 86, donc c'est un jeune mec. Donc c'est surtout lui qui est recherché pour l'histoire des vols de voitures, hein, dit du gang des S3. Donc quand c'est une femme, ils lui mettent 2 points dans la gueule. Quand c'est un vieux, c'est la même chose. Et quand le mec est un petit peu plus solide, ils sortent des calibres. Bon, ils sont tous défavorablement connus pour être assez violents.
D'accord pour ça? Voilà, donc si j'ai bien compris. L'opération est étudiée dans les moindres détails. Les policiers se sont procurés les plans des appartements auprès de l'office HLM. Une préparation quasi militaire, mais les réactions des jeunes délinquants sont devenues imprévisibles. La délinquance a changé, donc ce qui fait que ce qu'on appelait autrefois le milieu a beaucoup évolué. Il n'y a plus vraiment de hiérarchie, hein. Il y a toujours quelques belles équipes de voyous, de braqueurs. Maintenant, bon, on a tendance à avoir des jeunes qui sont très agressifs, qui ont plein de choses à se reprocher, qui n'ont pas d'autre possibilité que d'être violents à notre égard. 5 heures du matin, le convoi prend la direction de la banlieue. Les policiers du RAID appréhendent ce genre d'intervention car les suspects vivent en famille. Dans leur appartement, il y a aussi des femmes et des enfants en bas âge. On va chercher des gens connus qui ont fait des grosses conneries et le problème c'est que chaque fois dans ces familles-là il y a des gamins et on peut pas avoir le même comportement avec des gamins qui ont 5-6 ans, avec des mecs qui ont 20 ans qui font les pires conneries. Donc à nous de faire rapidement du discernement. Objectif, arriver discrètement si possible devant la porte des suspects. L'entrée de l'immeuble est sécurisée. Il est 6 heures du matin, l'heure légale, l'interpellation peut avoir lieu. La porte blindée cède. Allez, s'annoncer, hein. Allez, on s'annonce, hein. Les policiers s'engouffrent dans le premier appartement alors que l'un des occupants tente de s'enfuir par le balcon. Une tentative d'évasion stoppée net par les hommes placés en couverture. Ah mais je il va se faire. Descends, va sur le balcon. Va sur le balcon. L'interpellation n'aura pas duré plus de quelques secondes. Les 5 interpellés en bas, un en haut, tu peux nous relèves rapidement qu'on puisse y aller. On tape le deuxième point, après on revient. Hein, d'accord? Parce que là, ça circule trop vite, faut y aller là. On fait le deuxième point. Ok, allez. Il faut faire vite. Le deuxième suspect habite à moins de 50 mètres de là. Il a pu être réveillé par les cris. La deuxième interpellation risque d'être plus dangereuse. Cette fois, la porte de l'appartement ne cède pas. Elle résiste. Sous les 9 tonnes de pression du vérin hydraulique, c'est le pan de mur entier qui s'écroule. Dépêche-toi. Vas-y, rentre. Et vous dites quand c'est clair. Regarde, ça va tomber sur le côté de la gueule, arrête. Claire à l'entrée à gauche. Viens ici. Tiens, récupère le marque de montard. Daniel, il y a l'objectif. C'est bon, c'est bon. Pas tout mettre. Allez, c'est bon. Il y a un gamin là. Un petit frère qui préfère rester au lit sans bouger. Toujours. Ouais, il s'est réveillé, mais bon, ça va. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi moi? Je vais t'expliquer, mon gros. Ouais. Et je pourrais m'habiller? Ouais. Ah, tu permets, oui. Non, mais justement, c'est bon. Fin de l'opération, elle a duré moins de 20 minutes. Les 2 carjackers présumés ont été mis en examen pour vol avec violence et écroué. Tu es parti là? C'est nous? C'est parti. C'est quoi le rituel de fin d'intervention? On va manger un petit bout ensemble chez un ami commerçant. On va manger une petite omelette. Vous faites ça à chaque fin d'intervention? Bon, on essaye. On essaye de le garder. Retour à Bièvre, il est 8h30 au bistrot du coin. Là, je balance, les gars, Qu'est-ce que je suis en train de balancer? Régulier, discret. Quand ils ont fait un effort et qu'ils ont besoin d'un petit réconfort, on est là pour les soutenir. Hein. Mais ils vous parlent jamais de ce qu'ils ont fait? Non. Et je ne demande jamais. Au menu omelette, café noir et débriefing de l'opération. Moi, il sert à quelque chose pour une fois. Moi, quand il crie
Quand il crie le chien, je passe et le mec est déjà interpellé. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas personnellement. Sans cochon. On essaie simplement de rassembler les pièces du puzzle. Moi, je sais pas ce qu'ont fait les collègues au premier étage. Donc chacun en fait va raconter ce qu'il a vu et puis voilà, ça se passe comme ça, de façon informelle. À Saint-Malo, pour les candidats qui veulent intégrer le RAID, la sélection touche à sa fin. Mais le plus dur reste à venir. Les 60 rescapés encore en course doivent maintenant subir un parcours de stress. Rudy est le premier à se présenter à l'épreuve. Avant de partir, je vais te donner des informations qu'il faudra que tu retiennes et tu me les restitues à la sortie. D'abord, un numéro d'immatriculation. Là, je vais te donner 3 noms. Il faut que tu les retiennes, les 3 noms. Le premier, c'est Fadjani. Le deuxième, Swarovski. Et le troisième, c'est Murup. Dans le bas. Et pour compliquer le parcours, un masque opaque aveugle les candidats. Une seule obligation, ne jamais lâcher la corde. Quoi qu'il arrive, face à une telle pression physique et psychologique, il est bien difficile de garder la tête froide. Un psychiatre est là pour jauger les réactions des candidats. Le but est de pouvoir garder son sang-froid de bout en bout, même si l'on est sous le coup de l'émotion, et ce serait bien normal que d'être ému par ce type de situation. Mais il y a une ligne de conduite à tenir, et justement, c'est ce qui est regardé de bout en bout. T'as quelque chose à me dire? La plaque d'immatriculation. Ouais, vas-y. 3811, Whisky Lima, 92. Ouais. Et après? Les 3 noms. Ouais. Fadjani. Ouais. Swarovski. Ouais. Et Muru. J'ai noté les noms de tous les enculés qui t'ont fait. Moi aussi, il faudrait que je t'en parle. Hein. Pas de traitement de faveur pour Camille. Allez, c'est parti. Allez là! Là! Ça les a perdus, ça a foutu! Ok, c'est fini. Lâchez. Ici. Vas-y, attention aux oreilles. Ça va? Ouais. Bon, ça t'a plu? Ouais, c'était pas mal. C'est un fantôme. Exactement. Mieux que ça. Est-ce que tu te rappelles des 3 noms qu'on t'a donnés tout à l'heure? Alors, Fadjani, Durop, Kadowski. Les réponses sont approximatives, mais Camille s'en est plutôt bien tirée. Voici maintenant le moment le plus redouté des candidats, le combat contre des policiers du RAID. Camille, la seule femme de ce recrutement, va devoir elle aussi mettre les gants. Camille, t'as déjà boxé? Un petit peu en école, mais pas beaucoup. C'est pas un domaine non plus. C'est pas un de mes points forts, on va dire. Dans la salle, l'ambiance est tendue. Le RAID a aligné ses meilleurs combattants, tous anciens champions internationaux dans leur discipline. Franck, le champion de boxe française, doit rattraper sa mauvaise prestation dans les épreuves d'escalade et de vertige. Franck, tu te sens dans ton élément là? On va voir. Il y a du client en face. On verra bien. Je pense que tu vas pouvoir t'en sortir. M'exprimer, ouais. M'exprimer, ouais. On verra bien. On va voir comment ça se passe. Pas de pronostic. Jamais de pronostic dans un combat. C'est jamais. Il y a toujours des surprises. J'exige un contrôle absolu des collègues qui sont en face de vous. Maintenant, ils vont vous amener, ils vont vous obliger à sortir le meilleur de vous-même. Donc, ils vont vous obliger à boxer. Pour ça, ils vont vous mettre quand même quelques coups, bien sûr. C'est de la boxe. Ils vont essayer de vous amener à votre meilleur niveau. Vous êtes policier, quand on est policier, il faut avoir de la maîtrise. Et quand on est au raid, peut-être encore plus. Donc, c'est un assaut viril mais courtois. Je me suis bien fait comprendre pour tout le monde. Regarde, chrono prêt. Box.
L'important n'est pas de gagner le combat, mais de faire preuve de courage et de sang-froid devant un adversaire plus fort que soi. Lui il se jette. Il se barre, ouais, il se jette, il se barre. Il y a 2 comportements rédhibitoires à fuite totale où effectivement le candidat refuse d'affronter. Et à l'inverse, l'agressivité, où le candidat essaiera d'être dans un affrontement où il voudra détruire l'adversaire. Dans les 2 cas, la sanction est immédiate. Le gars qui est policier, qui fait pas de combat, déjà, c'est inacceptable pour moi. Et si en plus il se présente au test du RAID sans avoir pratiqué, c'est encore plus inacceptable. C'est pour ça qu'on fait pas de cadeaux à ceux qui viennent en promenade ou en touriste comme ça, quoi. Franck, lui, n'est pas venu en touriste. Il sait qu'il doit se surpasser s'il veut intégrer le RAID. Colle pas, distance. Allez. Laisse pas la tête. Le jury a l'air convaincu, les notes de Franck sont en hausse. 18, en BF, pareil. Tu mets bon contrôle. C'est plaisir. Ouais. Ok, tu peux venir. Allez. C'est au tour de Camille de faire son entrée sur le ring. Pose ta veste. Alors, ce que je vais te demander, c'est de te mettre pieds nus. On t'a mis ce qu'on avait de plus léger, mais dans le léger, on n'a pas trop chez nous. Donc, On garde. Allez. Terminé. On garde. Allez Camille, le plus fort possible. Stop. On garde. Saluez-vous. Ok, c'est bien. Viens ici. Elle s'expose, elle prend des coups, puis elle revient à chaque fois, donc c'est bien. Bon, je laisse donner la note, parce que moi, quand je donne une note pour les filles, on dit que je note toujours trop large. Je suis toujours trop gentil, donc on va laisser Dédé... Je mettrai 10. 10. Une note large. Non. Je mets 10. Non. Non, mais elle n'a pas reculé. À aucun moment, je mettrais 11, 12... Ah non, je mettrais 10. Après une journée éprouvante, les candidats sont épuisés. Il est minuit, mais pas encore l'heure de dormir. Elles vont bien, celles-là? Elles ont bien dormi? Elles sont radieuses. Un vrai bonheur. C'est bizarre, ça vous dit pas. Il y a une ambiance là-dedans, on sent que ça vous fait plaisir. Hein, on sent que... Hey, on est content d'être réveillé à ce temps-là. Ah, on est content. Ah, nickel. Jusqu'au bout, on aura chié. Une dernière épreuve les oblige à repousser leurs limites. Une marche de nuit de 30 km. L'occasion pour les examinateurs de déceler une dernière fois les failles éventuelles des candidats. Ultime épreuve, le grand oral, devant 6 officiers du RAID qui décident de la sélection finale. Sur les 120 candidats qui s'étaient présentés au départ, 11 seulement intègrent le RAID. Rudy, Franck et Camille ont passé toutes les épreuves avec succès. Ils intègrent l'unité la plus secrète de la police.